On a pas mal de questions qui arrivent maintenant. Vous avez un vocabulaire qui est quelquefois scientifique et du coup, il y aura certainement besoin de précision pour nos auditeurs, mais on va y revenir. Alors d'abord, on me demande pourquoi est-ce si confidentiel? Bah, vous savez, les révolutions de la pensée, elles sont toujours lentes à s'installer. Avant Galilée, on pensait que la Terre était le centre de l'univers, que le Soleil tournait autour de la Terre, les planètes, la Lune, etc. Pour la Lune, c'est vrai, remarque, hein. Et puis, quand Galilée et d'autres sont arrivés, ils ont développé l'idée que, à partir de leurs observations, hein, qu'il n'en était pas du tout ainsi et qu'en fait, la Terre tournait autour du Soleil. Mais pour les gens de son époque, c'était complètement inacceptable. D'ailleurs, il a eu de gros ennuis avec les autorités religieuses de l'époque, hein. Et pourquoi c'était inacceptable? Parce que tous les matins, on voit le soleil se lever à l'ouest et se lever à l'est, pardon, et se coucher à l'ouest. Donc l'expérience quotidienne de la réalité est en contradiction avec cette connaissance. C'est la même chose pour l'expérience de la conscience. Notre expérience commune de ce qui se passe dans notre esprit, c'est de l'activité, des pensées, etc. Et donc, il faut faire cette révolution intérieure, de par notre expérience de la méditation, de comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental en nous, qui est la conscience elle-même, la conscience qu'on pourrait dire autoréférente. Et ça ne se fait pas en une journée. Ce sont de nouvelles idées qui vont se répandre peu à peu. Et je vais revenir à ce que disait tout à l'heure le docteur Philippe Gallois. En fait, c'est une véritable révolution dans notre conception du monde qui doit se faire jour peu à peu. Et cette révolution, c'est de considérer que la conscience est première et que la matière est secondaire, que la matière émane de la conscience, alors que la conception qui prévaut encore, particulièrement dans les milieux scientifiques aujourd'hui, c'est que la conscience provient de la matière, de l'organisation de la matière, de l'organisation du système nerveux. Et nous, ce que nous disons, c'est que c'est une vision tout à fait erronée de la réalité et que toute cette organisation de la matière émane de l'intelligence qui réside dans la conscience, dans son état fondamental. Une question encore pour vous, docteur Gallois. Quel rapport avec la physique quantique? La physique quantique est une discipline scientifique. La méditation est une pratique à l'échelon humain, qui s'inscrit aussi dans une science, la science du Veda, la science védique dont on a parlé tout à l'heure, une science immémoriale, qui est une véritable science de la conscience. Comme ça, le mot de révolution vient d'être prononcé, et il est clair qu'à partir de 1901, et surtout après 1927, la physique quantique a été une révolution pour la physique. La physique quantique a vraiment déconstruit un peu notre vision du monde classique, un monde avec des objets séparés, bien solides, etc., indépendants de notre observation, et a décrit un monde totalement différent, c'est-à-dire en quittant le niveau de surface, en allant vers la profondeur, qui est le fait, la même chose que la technique de méditation. On part de la surface des pensées, on va vers la profondeur. On part de la vague, on va vers le fond de l'océan. Donc il y a cette démarche de plongée, et la plongée à l'intérieur de la matière a trouvé des choses révolutionnaires qui ont désarçonné les physiciens. À savoir que finalement la matière n'était plus des petits grains, même des atomes, comme disaient les Grecs, mais était finalement quelque chose d'immatériel, notion de champ. Qu'en plus, il y avait une unité profonde au niveau de la matière. Il y avait ces phénomènes de corrélation à distance, d'intrication, ce qui a d'ailleurs valu le prix Nobel récemment à un Français, Alain Aspect, qui avait montré cet aspect de non-séparabilité de deux particules qui avaient été ensemble à un moment donné. Donc c'est une vision beaucoup moins matérielle, plus unifiée du monde. Et ce qui se passe pour nous, c'est la même chose. On part du monde des objets, du monde des perceptions, des pensées séparées, distinctes, et de plus en plus, on va vers l'unité, et une unité indifférenciée d'une conscience, une conscience pure, un domaine d'intelligence qui va se développer en couches, en strates, pour donner la réalité du monde de tous les jours. Et les deux, ça a été abordé tout à l'heure, utilisent le terme de champ. On a parlé d'un champ de conscience et on parle de champ quantique, de champ unifié. Il y a donc un certain nombre de parallèles.
Mais la physique quantique reste une dimension de la matière. C'est une approche de la matière, même si c'est les aspects les plus fins de la matière. Là, on va au-delà de la matière, on est au domaine de la conscience. Alors, j'ai une question du style, comment on peut convaincre son fils étudiant de pratiquer la méditation transcendantale, ce qui l'aiderait pour ses études? J'ai envie de répondre spontanément en lui donnant l'exemple, en pratiquant soi-même. C'est une bonne réponse? J'ai le droit de venir en deuxième semaine? Et en ne cherchant pas à le convaincre aussi, il ne faut pas forcer, il faut laisser les choses se faire peu à peu. Et puis si la personne elle est prête, elle sentira en elle le désir de commencer cette expérience. Il faut que ça vienne d'elle aussi. Hein. Et bien sûr, pour nos enfants, hein, c'est tout ce qu'on souhaite, hein, c'est qu'ils rentrent dans cette expérience qui leur permet d'avoir une vie beaucoup plus épanouie et beaucoup plus riche. Hein. Bien sûr. Il y a une autre question qui demande comment démocratiser cette pratique. En France, ce n'est pas très connu. C'est très peu connu. Même s'il y a beaucoup de méditants dans le monde, hein, on est bien d'accord, il y a beaucoup de méditants de méditation transcendantale. 7 millions. Comment? Autour de 7 millions. Autour de 7 millions de méditants de méditation transcendantale dans le monde. Donc, ce n'est pas rien quand même. Mais en France, c'est encore très timide. Oui, c'est très variable d'un pays à l'autre. En Angleterre, par exemple, c'est une technique qui est beaucoup plus connue. Je crois qu'en France, on est dans une tradition historique qui vient de la Révolution française, où de par l'histoire de notre pays, il y a une grande méfiance qui s'est installée vis-à-vis de tout ce qui touche au développement intérieur et plus précisément à la spiritualité. Il y a ce stress historique à dépasser en France pour permettre aux personnes de comprendre tout l'apport que peut réaliser ce développement intérieur. Il y a ce seuil à dépasser peu à peu, quoi, et ça va se faire. Alors là, Jean-Marc, permettez-moi, il me vient une question. Alors, la méditation transcendantale et la religion. Ah, c'est une très bonne question. Ah. Alors, c'est très simple d'y répondre. On ne peut pas être à la fois catholique et musulman, ou bouddhiste. On a une religion, et ça montre bien que les religions sont des notions exclusives. Quand on est dans une religion, on exclut d'être dans une autre religion. Il y a un choix, quoi. Dans la pratique de la méditation transcendantale, c'est exactement l'opposé. C'est une pratique inclusive. C'est-à-dire qu'on peut être chrétien et pratiquer cette technique, on peut être musulman, d'ailleurs, il y en a bien sûr de toutes les religions, on peut être bouddhiste, on peut être athée également, peu importe, puisque ce n'est pas basé sur une croyance ou sur des dogmes, c'est basé sur une expérience intérieure, une expérience directe. On sort du dogme pour rentrer dans l'expérience. Et ça, c'est très, très important. Donc, c'est accessible à tout le monde, en fait. Des personnes de toutes les religions qui pratiquent cette technique, il y a même des prêtres qui pratiquent cette technique, des moines bouddhistes, des moniales bouddhistes. Il y a une grande école en Thaïlande où la directrice de l'école a intégré la pratique de la méditation à la scolarité de ses élèves. C'est une grande école qui accueille des enfants qui sont orphelins. Et donc, c'est une œuvre de charité en quelque sorte qui permet à ces jeunes filles d'avoir un niveau d'éducation suffisant pour après réussir leur vie. Et dans leur scolarité est intégrée la pratique de la méditation transcendantale alors que c'est une école bouddhiste. Donc, il n'y a pas de contradiction du tout. D'accord, ok. J'ai une question pour le docteur Gallois. Les émotions peuvent-elles entraver la cohésion des neurones? Les émotions peuvent-elles entraver les connexions La des cohésion des neurones par rapport au diapo que vous avez passé tout à l'heure. La cohésion des neurones, donc la cohérence probablement. Voilà. Savoir que les neurones fonctionnent ensemble pendant la pratique de la méditation transcendantale, notamment pendant l'expérience du 4e état de conscience, et qu'il y a échange d'informations. Lorsqu'il y a une émotion très forte, trop forte, évidemment, le processus de méditation est un peu plus délicat à s'enclencher. Mais il ne faut absolument pas vouloir contrôler, faire d'efforts. Technique simple, naturelle et sans effort. Et peu à peu, donc, cette plongée dont on parle depuis tout à l'heure va se mettre en œuvre et les neurones vont travailler ensemble. Et on a vu que
Une des signatures, c'était la cohérence dans la bande alpha, des ondes alpha au niveau des lobes préfrontaux. Et on sait que ces lobes préfrontaux, donc, qui font vraiment notre humanité, ont aussi un contrôle sur des structures plus archaïques, plus anciennes, notamment les structures limbiques qui sont celles des émotions. Et donc, ces lobes préfrontaux qui sont très activés, on a vu ces taches rouges au niveau de l'imagerie, l'IRM fonctionnelle, vont pouvoir mieux contrôler les émotions. Et c'est pour ça aussi que la méditation transcendantale a montré des résultats vraiment remarquables avec des études extrêmement sérieuses, documentées, sur le syndrome de stress post-traumatique. On a pu voir que c'est en train de devenir, et les études qui sont en train de se développer aux États-Unis sont très importantes, en train de devenir la méthode de référence pour le traitement du stress post-traumatique chez les combattants ou chez les personnes prises dans les attentats, etc., ou même dans les difficultés de la vie quotidienne. Ce qui prouve donc qu'elle va pouvoir avoir un contrôle sur ses émotions. Et s'il y a un contrôle sur ses émotions, il y a plus de cohérence du fonctionnement cérébral. Merci beaucoup, docteur Gallois. Une question de Chachou. Quel est le budget à prévoir pour se former? C'est une question très concrète qui est tout à fait logique et nécessaire de poser. Alors d'abord, il faut comprendre que les professeurs ont besoin de revenus, évidemment, donc c'est tout à fait normal que le cours soit payant. Et il s'agit d'une formation qui est vraiment de qualité professionnelle. C'est comme si vous faisiez un stage de formation. En fait, le cours va donc comprendre les 7 étapes que je vous ai décrites, plus les 6 mois de suivi, ensuite, pour vous permettre de bien intégrer la pratique. Le prix du cours dépend en fait de vos revenus. Si vous avez des revenus supérieurs à 2 000 € mensuels, le prix du cours est de 890 €. Vous n'êtes pas obligé de le payer en une fois, vous pouvez le payer en 5 fois ou en 10 fois, de façon à ce que ce soit un petit peu comme quand vous vous inscrivez dans un club de yoga, quoi. Vous payez 40 € tous les mois, par exemple, au fil de l'année, finalement, ça revient tout à fait au même. Pour maintenant quelqu'un qui a des revenus compris entre 1 000 et 2 000 €, le prix du cours est de 620 €. Et enfin, pour un étudiant ou un chômeur, le prix du cours est de 450 €. Et enfin, dernière chose, pour les publics en grande difficulté, il y a une autre procédure qui est utilisable, c'est qu'il existe en France une fondation qui s'appelle la Fondation David Lynch. Donc c'est ce cinéaste très connu qui est un pratiquant de longue date de la méditation transcendantale et qui a créé ces fondations dans différents pays du monde. Donc en France, Fondation David Lynch, et cette Fondation David Lynch peut attribuer des bourses aux personnes qui souhaitent apprendre la méditation, mais qui n'ont pas les revenus nécessaires. Donc ça vous permet de diminuer encore la dépense à engager. Si on compare ce budget, par exemple, à un budget vacances, le budget que vous donnez correspond grosso modo à un budget d'une semaine de vacances. Avec la méditation transcendantale, c'est bien du repos qu'on apporte, donc c'est bien des vacances qu'on apporte 2 fois par jour avec de la détente. Tout à Et fait. cette fois-ci, c'est une dépense unique et c'est pour la vie. Absolument. Donc l'investissement, il est amorti sur la vie. Oui. Mais ce qui impressionne un peu souvent les personnes au moment d'aborder cette question, c'est le montant direct de la somme. Elles disent, Direct, je vais trouver oui. ça, etc. Mais d'abord, vous pouvez le payer en plusieurs fois. Et puis, c'est effectivement un investissement sur du long terme. Ce n'est pas pour méditer pendant 3 semaines. C'est une pratique que vous allez pouvoir poursuivre, approfondir au fil du temps pour aller vers ces états de conscience plus élevés, quoi, qui vont vous permettre d'être plus épanoui. Donc, Catherine nous dit, la méditation de pleine conscience est plus connue et se pratique dans les sphères médicales. Et on me pose la question aussi, quelle est la différence avec la méditation de pleine conscience? Est-ce que vous savez répondre? alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de la pleine conscience, donc je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais je renverrai à ce que j'ai dit au début tout à l'heure. La pleine conscience, c'est une forme de méditation qui correspond plutôt à la deuxième catégorie, c'est-à-dire de l'attention flottante. Ça a de très bons effets aussi, c'est une très bonne pratique, mais on a vu aussi au niveau neurophysiologique, ce n'est pas les mêmes ondes qui sont suscitées au niveau des électroencéphalogrammes, donc les effets ne sont pas les mêmes. Bien sûr, c'est vrai que c'est plus connu en France actuellement, le milieu médical
une partie du milieu médical est très friande de cette technique. C'est comme ça pour l'instant. Je crois que plus le temps va passer, plus on va comprendre qu'il y a d'autres possibilités et qui ouvrent d'autres perspectives, quoi, si je puis dire. Mais je me demande si on peut sentir un changement au bout de 21 jours de pratique de méditation transcendantale. L'expérience est très, très variable d'une personne à l'autre. Vous avez des personnes comme David Lynch, que je citais tout à l'heure, sa première méditation, voilà, il a eu une expérience de transcendance fabuleuse. Il a senti vraiment un silence d'une puissance incroyable en lui, une paix également, une félicité. Puis vous avez d'autres personnes, elles, l'expérience au départ va être très banale, ils vont ressentir un certain calme, ils vont se sentir un peu plus paisibles, un peu plus détendus quand ils vont ressortir. Peu importe, l'essentiel c'est de progresser vers ces états de conscience dont j'ai parlé tout à l'heure. Chacun va à son rythme, chacun suit son chemin, mais en utilisant la même technique. Et je ne peux pas vous dire exactement les effets que vous aurez. C'est très, très variable. Simplement, les effets vont être cumulatifs au fil du temps. Donc, si pour obtenir la même chose que votre voisin de palier, il vous faut 53 jours alors que lui les a eu en 21, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que vous suiviez votre chemin en respectant les procédures de la technique, ce qui lui permet d'avoir le maximum d'efficacité. Ah, si, encore une question. Avez-vous dans vos rangs des professeurs femmes, je suppose? Évidemment, évidemment, ce n'est pas du tout une profession exclusivement masculine, bien heureusement. Hein, il y a autant en fait, de professeurs femmes que de professeurs hommes, et c'est une pratique qui s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes, qu'aux enfants, qu'aux adolescents, etc. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, messieurs, pour en terminer, pourriez-vous répondre tous les deux à cette question? Quel est pour vous le marqueur de la méditation transcendantale? Ah, Docteur Gallois, je vous laisse répondre si vous voulez d'abord. Au niveau de l'expérience, c'est très simple. C'est une technique simple, naturelle, sans effort, qui permet de faire l'expérience de l'être et de l'océan illimité de conscience. Au niveau de la neurophysiologie, la signature, c'est aussi très simple. C'est des ondes alpha, notamment au niveau des régions frontales, extrêmement cohérentes, traduisant une intégration, un fonctionnement holistique du cerveau. Moi, je vais répondre à cette question en parlant du Graal. Vous connaissez la légende du roi Arthur. Ils sont tous autour de la table, les 12 chevaliers, et il y a le Graal qui passe dans la pièce. Et ils veulent s'en saisir. Donc, dès qu'ils essayent de s'en saisir, le Graal s'écarte et devient hors de leur portée. Ça, c'est le symbole de l'effort, de vouloir avec l'ego agripper ou saisir quelque chose. Le processus de la méditation transcendantale n'est pas du tout de cet ordre. Il est de l'ordre de la révélation intérieure. Il ne s'agit pas de s'approprier une expérience, il s'agit de la laisser se produire en nous. Et c'est pour ça que la technique repose complètement sur l'innocence et l'absence d'effort, comme ces chevaliers qui voient le Graal s'approcher de lui parce qu'il est innocent dans son attente. C'est exactement la même chose. merci beaucoup, messieurs. Merci de... J'aimerais terminer par Oui, une façon de présenter les choses de façon, je dirais, poétique. Donc, ce que nous vous invitons à partager et à vivre avec nous, c'est ce programme qu'on pourrait appeler un programme d'écologie de la conscience, dont les objectifs sont nous permettre de vivre un jour les choses suivantes. Il y en a 5, comme les 5 sens de perception. Goûter à l'ambroisie divine, respirer l'odeur de sainteté, toucher à la vérité avec un V majuscule, voir l'essence de toute chose et entendre avant les sons la musique du silence.